Bonjour et bienvenue dans le cursus de base sur l'émail qui va couvrir les connaissances de base à acquérir pour fabriquer soi-même un émail simple. Vous avez pu voir dans la vidéo qui présente l'émail qu'un émail est un mélange d'oxyde d'éléments finement broyés et mélangés à de l'eau qui sont appliqués sur la céramique. Une fois passé au four, l'émail fond et donne une pâte vitreuse qui va décorer et protéger la céramique. Dans ce premier cours, je vais d'abord parler d'un phénomène chimique indispensable à tout céramiste. Ensuite, je présenterai quelques-uns des oxydes les plus utilisés pour fabriquer un émail. Et puis, je finirai en vous expliquant le processus de recherche que l'on met en place chaque fois qu'on veut créer un nouvel émail. Pour faire un émail, il faut faire fondre des éléments pour qu'ils se transforment. Chaque élément fond naturellement à une température donnée. Par exemple, le sodium fond à 1132 degrés. Mais la plupart des autres éléments utilisés par le potier pour fabriquer un émail fondent à une température plus haute, difficile à atteindre avec un four de potier, qui monte en général au maximum jusqu'à une température de 1300 degrés Celsius. Heureusement, il existe cette propriété chimique qui est très utilisée pour le potier, qui s'appelle le phénomène eutectique. L'eutectique, c'est quand la température de fusion d'un élément baisse au contact d'autres éléments. Par exemple, la silice fond seule à 1710 degrés, l'alumine à 2072 degrés et la chaux à 2570 degrés pour être précis. Mais si on mélange ces trois éléments, qui sont très souvent utilisés pour faire un émail à des proportions bien précises, la silice 60%, l'alumine 10% et la chaux 30%, le tout du fait du phénomène eutectique fond à 1298 degrés, soit juste en dessous de la température, 1300 degrés, qu'on peut atteindre avec un four de potier. Quand on prépare un émail, on va donc toujours prendre en compte la température de fusion, non pas de chaque élément séparément, mais de l'assemblage des éléments dans des proportions précises. Pour que le phénomène eutectique fonctionne, il faut que soit rassemblé dans le mélange des éléments issus de trois catégories différentes d'éléments, les basiques, les neutres et les acides. L'acidité ou non d'un élément, que l'on nomme aussi pH en chimie, est déterminée par son association avec l'oxygène. Il faut savoir que tout élément utilisé par le potier pour fabriquer un émail est à l'état naturel associé à de l'oxygène, puisque l'oxygène, autrement dit l'air, se trouve partout autour de nous. Les métaux à l'état naturel ne sont pas associés à l'oxygène, mais ils sont inutilisables par le potier. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle d'oxyde pour fabriquer un émail, c'est-à-dire un élément naturellement associé à de l'oxygène. Par exemple, le potier n'utilise pas de cuivre pour fabriquer un émail, mais de l'oxyde de cuivre qui se note en chimie CuO. C'est le nombre d'atomes d'oxygène associés à un atome ou une molécule d'un élément qui va déterminer si l'oxyde obtenu est basique, neutre ou acide. Si pour un atome de l'élément, il y a un atome d'oxygène associé, comme c'est le cas pour l'oxyde de cuivre, l'oxyde est un oxyde basique. Le signe de l'élément, noté R, est associé à un atome d'oxygène O. Ça peut être aussi une molécule, c'est-à-dire une association de deux atomes, comme l'oxyde de sodium qui se note Na2O. L'important, c'est qu'il y ait qu'un seul atome d'oxygène. Dans la colonne des éléments basiques, on trouve donc des éléments notés R plus O ou R2 plus O. Les éléments neutres, dans la deuxième colonne, sont associés à trois atomes d'oxygène. On les note donc R2O3. L'exemple le plus courant, c'est l'oxyde d'aluminium, qui se note Al. Aluminium, 2, donc il y a deux atomes d'aluminium, plus O3, donc il y a trois atomes d'oxygène. Al2O3. Les éléments acides, dans la troisième colonne, sont associés à deux atomes d'oxygène, donc R plus O2. Le plus courant, c'est l'oxyde de silice, qui se note SiO2. Maintenant qu'on a fait le tour des trois catégories de pH nécessaires pour provoquer un phénomène eutectique, suffisamment puissant pour pouvoir faire fondre un émail en dessous
de 1300 degrés, la température que peut atteindre un four de Poitiers, allons voir de plus près les propriétés de chaque élément en commençant justement par la silice, puisque c'est l'élément qui va être le plus présent dans un émail. En général, je parlerai de silice pour faire plus court, mais bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, en céramique, on utilise toujours des oxydes. Donc, quand je parle d'un élément, je fais bien toujours référence à l'oxyde de l'élément. Donc ici, l'oxyde de silice ou oxyde de silicium, de son nom scientifique latin. Un émail est constitué en général d'au moins 3/4 de silice. C'est l'élément qui va servir de squelette à l'émail, pour ainsi dire. La silice ne donne pas de couleur, mais c'est elle qui va être responsable de la dureté de l'émail. Si elle est fondue à l'état pur, à 1710 degrés, elle donne une fine couche transparente. Transparente parce qu'elle est parfaitement fondue. La silice parfaitement fondue a une dureté donnée, toujours la même, qui va permettre aux céramiques de résister aux rayures et à l'usure, et donc de durer dans le temps. C'est pour cela qu'on dit qu'un émail est autant un élément de protection que de coloration de la céramique. Attention, la dureté, la résistance aux rayures et à l'usure ne veut pas dire solidité, qui est la résistance au choc. L'un va en général au détriment de l'autre. Si vous prenez par exemple un pot en métal et l'autre en céramique couvert de l'émail de silice, le pot en métal sera moins résistant aux usures que le pot couvert d'émail, parce qu'il sera plus tendre. Mais cela veut dire aussi qu'il sera plus souple. Cette souplesse lui permet de se déformer légèrement lors d'un choc, et donc éviter de se briser. Le pot en métal est donc plus résistant au choc, plus solide que le pot couvert d'émail de silice. Comme on l'a dit tout à l'heure, les fours de Poitiers ne permettent pas de monter à une température de 1710 degrés. C'est la température de la fusion de la silice. On ne fait donc jamais fondre de la silice à l'état pur. On utilise plutôt le principe de tectique. On mélange la silice avec d'autres produits pour faire descendre son point de fusion. C'est là qu'intervient l'un des éléments essentiels pour le tectique, l'alumine. L'oxyde d'alumine, ou alumine pour faire plus court, est utilisé en très petite quantité dans un émail comparé à la silice. Il est malgré tout très important dans le processus d'abaissement de la température de fusion du mélange de l'émail, puisque c'est un élément neutre et qu'il nous faut un élément de chaque pH. L'alumine est comme la silice, à savoir qu'il ne donne pas a priori de couleur à l'émail. Il contribue seulement à faire descendre la température de fusion de la silice. On a vu que s'il y a fusion parfaite, la silice donne un verre parfaitement transparent. Mais on ne cherche pas forcément à obtenir un verre parfaitement transparent. Si le verre est légèrement opaque, on obtient des effets très intéressants, comme le mat, le satiné, le pierreux, etc. D'autres textures intéressantes. Mélanger de l'alumine à de la silice à certaines proportions va permettre d'influencer de façon précise la fusion de la silice à une température de cuisson donnée, et donc d'influencer la texture de l'émail, en sachant que plus on va s'éloigner de la fusion parfaite, moins l'émail sera brillant. On obtiendra donc progressivement le satiné, le beurré, le mat et le pierreux. On verra aussi que la texture d'un émail peut avoir une influence sur sa couleur. On peut donc dire que même si l'alumine ne donne pas en soi de la couleur, en modifiant la texture de la silice, elle peut avoir également une incidence sur la couleur de l'émail. Pour garder une fusion parfaite de la silice, c'est-à-dire un résultat de verre transparent sans impureté ou effet, quelle que soit la température de fusion, il faut toujours avoir le même ratio alumine-silice, de 1 pour 10, c'est-à-dire 10 fois plus de silice que d'alumine. Il est donc possible d'obtenir une fusion parfaite de la silice à différentes températures, si le ratio alumine-silice de 1 pour 10 est bien respecté. Mais le tectique entre les deux éléments n'est pas suffisant pour les faire fondre à une température atteignable par un four de Poitiers. Pour que le phénomène de tectique soit réellement efficace,
il manque un élément de la colonne des basiques. RO. Les éléments basiques. Imaginons que l'alumine et la silice combinés constituent le squelette de notre émail. Ils apportent la charpente sur laquelle on va pouvoir construire le corps de l'émail, grâce aux éléments de pH basique. Le squelette, silice plus alumine, permet de faire fondre à différentes températures et créer des textures variées. Les éléments basiques, eux, vont être responsables du développement de la couleur. Ils sont ce qu'on appelle le choix du potier, sa palette, sa créativité. Il existe 10 oxydes de pH basique fréquemment utilisés. Le sodium, le potassium, le calcium, le barium, le zinc, le magnésium, le plomb, le lithium, le cuivre et le cobalt. Les deux derniers, l'oxyde de cuivre qui s'écrit CuO et l'oxyde de cobalt qui s'écrit COO, sont des oxydes colorants. Il faut toujours un oxyde colorant dans un émail pour provoquer la couleur, mais le colorant ne détermine pas à lui seul la couleur. C'est son association avec d'autres éléments qui vont donner une couleur précise. Un oxyde colorant peut donner des couleurs très différentes suivant les éléments avec lesquels il est associé. Les oxydes colorants sont utilisés en très petite quantité. Ils constituent souvent moins de 2% de la recette d'émail et ont une influence très minime sur le tectique, la fusion à plus basse température. Ils ne sont donc jamais utilisés seuls avec l'alumine et la silice. On les associe avec d'autres éléments de la colonne RO. Les autres éléments au pH basique ne donnent pas de couleur à eux seuls, mais ils participent énormément au phénomène de tectique. Dans le tableau qui va suivre, on verra l'aspect de chaque élément dans sa forme d'origine, souvent s'il vient d'une roche ou d'un métaux. Mais il faut savoir que quelle que soit la couleur originelle d'un élément, hormis pour les oxydes colorants, quand on le pile pour obtenir une poudre très fine, il devient blanc. Il se passe la même chose quand on pile de la glace, elle devient de la neige blanche. C'est parce que quand on brise la structure d'un élément, la lumière qui passait à travers et qui réfléchissait la couleur ne peut plus passer à travers. Alors, les éléments. Certains éléments de pH basique ne peuvent pas se trouver seuls. Ils sont toujours associés à d'autres éléments de pH neutre et acide, dont il faudra tenir compte dans la recette, parce qu'ils influencent la fusion du mélange final. C'est le cas par exemple du sodium et du potassium, deux éléments qui sont souvent utilisés parce qu'ils ne coûtent pas cher. On trouve du sodium qui n'est pas associé à des éléments neutres et acides dans le sel de table. Mais ce sodium-là est inutilisable pour le potier. Parce que quand l'émail va être mélangé à de l'eau pour être appliqué sur la céramique, le sodium se dissoudra dans l'eau, comme le fait du sel de table. Et il ne participera plus à la fusion de l'émail parce que l'eau est absorbée par la terre de la céramique lors de l'émaillage. Donc le sodium ne sera plus dans l'émail, mais dans la terre. Le sodium utilisé par le potier doit donc être fixé à un autre élément pour ne pas se dissoudre dans l'eau du bain d'émail. On utilise donc plutôt une roche de feldspath constituée de sodium fixée à de l'alumine et de la silice. Idem pour le potassium qui, dans la roche de feldspath potassique, est fixé à de l'alumine et de la silice. Les roches feldspathiques sont des roches composées d'alumine, de silice et d'un ou deux éléments comme le sodium, le potassium, le calcium ou le lithium, dans des proportions plus ou moins importantes. La liste est longue. Il existe plus de 200 feldspaths différents. Les fournisseurs de matières premières pour les émaux proposent en général au moins 4 types de feldspaths différents et donnent toujours la recette en pourcentage des éléments constituant le feldspath. Dans un émail, on va souvent choisir de mélanger plusieurs éléments basiques issus de la colonne RO pour rassembler les qualités de ces éléments. Mais on verra plus tard comment choisir plus précisément ces éléments basiques. Maintenant que je vous ai présenté les éléments les plus courants de la colonne RO, je vais d'abord vous expliquer le processus de recherche que l'on met en place chaque fois que l'on veut créer un nouvel émail.
On fait d'abord des expériences de texture de matière et ensuite on fera des expériences de couleur. Parce que la texture peut influencer énormément la couleur, alors que la couleur n'influence que très peu la texture. Voyons donc d'abord une expérience de texture de matière en effectuant une progression silice-alumine. Supposons, pour l'instant, qu'on a défini un ensemble d'éléments basiques que l'on souhaite utiliser. On a défini la proportion de chaque élément basique les uns par rapport aux autres et on va prendre un échantillon de ce mélange, une mole, pour faire plus simple. On va faire ce qu'on appelle une progression silice-alumine par rapport à cette mole d'éléments basiques RO. C'est-à-dire qu'on va faire une recherche, on va expérimenter en ajoutant dans notre émail, qui contient déjà une quantité fixe d'éléments basiques, différentes proportions d'alumine et de silice. Pour chaque combinaison de proportions, on va mélanger les poudres, ajouter de l'eau pour rendre l'émail liquide, on va le tamiser, puis on va l'appliquer sur le tesson et on va le faire cuire dans le four. Il va y avoir beaucoup de combinaisons différentes à tester. On ne va donc pas tester sur une céramique entière, mais plutôt sur un tesson. On appelle ça aussi des tuiles à essai pour ne pas gaspiller de la terre et surtout de la place dans le four puisque chaque cuisson a un prix. On peut faire cette recherche soit parce qu'on essaie une nouvelle combinaison d'éléments basiques que l'on a imaginé soi-même, qui associés à l'alumine et à la silice vont influencer le technique des éléments d'une façon qu'on ne connaît pas encore, soit pour tester une recette donnée dans un livre ou sur Internet, parce que beaucoup de conditions propres à notre installation vont influencer cette recette récupérée. Il y a la terre qu'on utilise, la poudre des matières premières pour notre émail qui vient probablement d'un autre fournisseur, la façon dont on applique les émaux, le four, etc. Finalement, c'est un peu comme en cuisine où deux cuisiniers peuvent partir de la même recette mais obtenir des résultats très différents parce que leur matériel et leur façon de travailler sont très différentes. On part donc d'une mole d'éléments basiques RO à laquelle on va ajouter une proportion d'alumine et de silice. On a vu que si on garde entre ces deux dernières une proportion de 1 pour 10 ou 0,1 pour 1, quand on effectue la progression en mol pour une mole de RO, on obtient une fusion parfaite de l'émail final, c'est-à-dire un émail parfaitement transparent. Mais on ne sait pas exactement à quelle température va s'opérer cette fusion parfaite, puisque les éléments basiques vont l'influencer et qui n'ont jamais été testés. On ne va pas s'amuser à faire une vingtaine de fours pour voir à quelle température l'émail va fondre. On ne peut pas regarder dans un four pendant qu'il est en marche, contrairement à un four de cuisinier. On aurait les prunelles des yeux brûlées parce que c'est une intensité de couleur énorme dans le four. Il faut donc décider à l'avance jusqu'à quelle température on va faire monter le four. C'est donc bien plus simple de faire varier les proportions alumine-silice pour une mole de RO, mettre tous les essais dans le four que l'on fait monter à une température donnée, le plus souvent 1300 degrés. Ça peut être une température plus basse, éventuellement 1250, 1260 ou 1280 degrés. On choisit souvent la température en fonction de la terre qu'on utilise et de la qualité du four dont on dispose. Au sortir du four, on observe quel émail a effectivement fondu, pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de coulure, etc. Est-ce que c'est à 0,3 mol d'alumine pour 3 mols de silice et une mol de RO? Est-ce que c'est plutôt 0,5 mol d'alumine pour 5 mols de silice pour une mol de RO? Pour bien s'y retrouver dans nos résultats, on note la progression alumine-silice sous forme d'un graphique avec la progression d'alumine en mol sur les axes des abscisses et la progression de silice en mol sur les axes des ordonnées. Ce graphique est bien sûr valable uniquement pour une température de four donnée. Prenons la plus courante, 1300 degrés, et pour une mol de RO donnée, prenons par exemple RO égale phosphate potassique dont la formule chimique est pour 1 KNaO, on a 1 Al2O3 et 6 SiO2, plus du carbonate de chaux, qui se nomme CaO, plus du talc, qui est un mélange naturel de MgO et de SiO2, de silice,
Pour 3 MgO, on a 4 SiO2. On les a choisis dans nos éléments basiques les plus courants, en évitant les oxydes colorants, puisque dans un premier temps, on ne cherche pas encore à développer la couleur. Chaque tesson sur le graphique représente une proportion alumine-silice pour 1 mol de RO. Souvent, plusieurs tessons vont ressortir avec un émail qui a fondu, tous ceux qui sont en dessous d'une certaine proportion. À savoir que moins il y a de silice et d'alumine, plus l'émail fond facilement. Mais on ne veut pas que notre émail fonde trop non plus. Sinon, on a des coulures et d'autres défauts. Il faut donc trouver le juste milieu. Aux sorties du four, on pourra constater par exemple qu'à 1300 degrés, le premier tesson a trop fondu, le deuxième et le troisième sont bien et le quatrième n'a pas fondu. On en conclut donc que pour 7 mol de RO, une proportion entre 0,4 et 0,5 mol d'alumine pour 4 et 5 mol de silice permet d'obtenir un émail intéressant. Ces 4 essais présentés ici respectent la proportion 1 pour 10 entre l'alumine et la silice et permettent donc d'obtenir un émail parfaitement transparent. On ne cherche pas forcément à obtenir un émail parfaitement transparent. On peut être intéressé par différents effets, mat, satiné, etc. Avoir envie d'obtenir différentes textures qui sont très intéressantes par elles-mêmes, mais qui vont aussi influencer la couleur, car la lumière ne se reflète pas de la même façon sur une surface lisse ou légèrement rugueuse. On va donc tester aussi des proportions d'alumine et silice qui ne respectent pas cette proportion 1 pour 10, c'est-à-dire pour les autres points de ce graphique. Plus on s'éloigne de la zone 1 pour 10, plus les émaux seront mat. Comme il va y avoir beaucoup de tests, donc beaucoup de tessons, c'est très important de bien s'organiser pour se rappeler une fois les tessons sortis du four, lequel représente quelle proportion. On va donc nommer chaque tesson en inscrivant un numéro au pinceau sur chaque tesson. On peut éventuellement noter la proportion alumine-silice sur le tesson, mais cela fait beaucoup d'informations sur une toute petite surface et devient illisible. Je numérote donc chaque tesson et c'est ce numéro que j'ai inscrit sur le graphique. Ici, par exemple, le tesson numéro 1 a été trempé dans un émail avec une proportion de 0,3 mol d'alumine pour 2 mol de silice, toujours pour 1 mol d'élément basique RO. On note qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0,3 mol d'alumine. L'explication viendra plus tard. On sait également d'avance que ça ne sert à rien d'essayer avec 1 mol de silice, proportionnellement par rapport au reste, car ce ne serait pas suffisant. Il faut toujours plus de silice que le reste. Le fait d'avoir le tesson numéro 1 en face de 2 mol de silice peut être perturbant. C'est pourquoi certains choisissent de nommer leur tesson par des lettres. Personnellement, je ne fais pas parce qu'il y a plus de 26 tessons, ça devient donc compliqué ensuite à annoter. Le tesson numéro 2 sera plongé dans un émail avec 3 mol de silice et 0,3 mol d'alumine. Le numéro 3 dans 4 mol de silice et 0,3 mol d'alumine, etc. jusqu'au tesson numéro 42. Il y a certaines proportions qu'on ne va pas tester parce qu'on sait déjà d'expérience que ça ne fondra pas. Une fois les tessons sortis du four, on va constater par exemple que le tesson numéro 10, 11 et 25 ont des textures qui nous intéressent. On va donc se référer au graphique pour retrouver les proportions de ces tessons particuliers pour pouvoir les reproduire et passer à la recherche de couleurs en ajoutant les oxydes colorants. À moins de faire une recherche de couleurs très poussée, on établit en général une fourchette d'une trentaine de combinaisons et de pourcentages possibles d'oxydes colorants, parce qu'on sait qu'avec l'expérience, au-delà de cette fourchette, les rendus ne sont plus très intéressants. Moi, par exemple, j'en utilise souvent une 36. Donc je vais refaire 36 tessons que je vais tremper chacun dans un émail légèrement différent. Tous auront la même base de RO et la même proportion de silice et d'alumine. Mais dans le premier, j'ajouterai 2% d'oxyde de fer, dans le deuxième 4% d'oxyde de fer, dans le troisième 8% et dans le quatrième 12%. Je m'arrête là pour le faire parce que je sais qu'au-delà, ça devient plus intéressant.
et j'ajouterai plutôt dans un cinquième mélange 0,5% d'oxyde de cobalt, puis 1%, etc. Certains oxydes colorants peuvent être intéressants quand ils sont associés, comme l'oxyde de chrome et l'oxyde de cobalt. Mais je ne vais pas utiliser toutes les combinaisons encore une fois parce que je sais déjà qu'il y a peu de chances pour que cela donne quelque chose d'intéressant. Au total, il y a 10 oxydes colorants. Le fer, le cobalt, le chrome, le manganèse, le cuivre, le rutile, l'étain, l'antimoine, le titane et le nickel. Je ne vous en ai présenté que 2 pour l'instant parce que les autres ne sont pas des éléments basiques. On y reviendra donc plus tard. Pour résumer le processus de recherche de l'émail, on établit d'abord ce que l'on va mettre comme proportion d'éléments basiques RO dans la mole symbolique de RO, puis on va faire une progression silice-alumine par rapport à cette mole. On utilise des tessons d'essai pour cuire les émaux et déterminer une texture d'émail qui nous intéresse. Puis à partir de 2 ou 3 éléments qu'on aura choisis, on va effectuer une deuxième progression avec des tessons d'essai passés au four. Pour cette fois-ci, on ajoute un pourcentage d'oxyde colorant. Il faut garder en tête que ce qui se trouve dans la mole de RO et la proportion d'alumine-silice vont tous les deux influencer la réaction de l'oxyde colorant. Les éléments basiques influencent le rendu de l'émail, la proportion d'alumine-silice influence le rendu de l'émail, les oxydes colorants influencent le rendu de l'émail, et un quatrième élément influence le rendu de l'émail, le type de cuisson. Il faudra donc bien sûr aussi le prendre en compte. Et aussi, bien sûr, ces 4 influences sont pour une terre donnée, avec un émail appliqué d'une certaine façon. Les possibilités de variation avec autant de facteurs deviennent infinies. C'est bien la difficulté première d'un émail. C'est qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans sa création. Les recherches sur l'émail consistent à progressivement modifier chaque facteur pour aller explorer toutes les possibilités de réaction et donc de rendu. Quand on débute, cela semble une tâche ardue et infinie, mais c'est ce qui fait la beauté du métier. On peut toujours découvrir une pépite au détour d'un chemin, même après des années de recherche. On peut cependant, à force d'expérience, repérer les tendances des types de comportement de l'émail et ainsi ne pas avancer seulement à l'aveuglette. On va faire des combinaisons d'oxydes, au moins une dizaine de combinaisons d'oxydes possibles. Alors soit les oxydes seuls, le fer avec une progression, le cuivre avec une progression, le cobalt avec une progression, le manganèse avec une progression, le nickel avec une progression, qui sont les colorants les plus courants utilisés en tant que coloration. Puis après, il y a d'autres oxydes, comme le zircon ou l'étain, qui vont être des opacifiants qui vont donner l'émail pour avoir un émail blanc. Donc c'est important d'avoir un émail bien blanc si on ne l'a pas dans notre recherche de base. Puis après, il y a le titane qui va donner du mouvement et ainsi de suite. Donc on peut comme ça faire 10 progressions différentes. On peut aussi mélanger 2 oxydes, commencer à mélanger 2 oxydes, par exemple le chrome et le cobalt, pour avoir toute la palette des bleus canards ou des verts canards. C'est intéressant. C'est intéressant aussi de mettre dans une première série d'essais du titane avec un oxyde. Le titane est un des éléments qui va donner du mouvement à l'émail. C'est bien de le tester avec de l'oxyde de fer, par exemple, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Quand je parle de mouvement d'émail, c'est-à-dire lors de la fusion, il y a 2 possibilités. Soit il y a une fusion, et il y a juste la fusion, mais il n'y a pas d'effet visuel à part le fait que ça soit bien glacé. Soit il peut y avoir du mouvement, c'est-à-dire que le titane va donner une texture très particulière, très différente à l'émail qui aurait été uni. Donc le titane est très intéressant pour donner ce qu'on appelle un mouvement à l'émail. On n'aura pas quelque chose d'uni, on aura quelque chose de moucheté ou de veiné. À l'inverse, le zircon et l'étain, eux, le zircon ou l'étain vont unifier. C'est-à-dire que si vous avez un émail qui a un peu tendance à pas être très homogène, le zircon et l'étain vont faire l'inverse du titane, vont rendre quelque chose de bien monochrome, de bien lisse, de bien glacé, et ainsi de suite, sans aucun petite tache, sans aucun défaut. Donc on met l'un ou l'autre suivant le résultat qu'on désire avoir. L'école Créamique, réservée aux professionnels, offre un nombre de places limité. Mais grâce aux cours vidéo en ligne sur l'émail,
Que vous soyez amateur ou professionnel, vous pouvez maintenant profiter des nombreuses connaissances de Mathieu Liévois sur les émaux. La fabrication des émaux nécessite de maîtriser des principes de chimie qui s'illustrent facilement en vidéo. Après avoir visionné le cours, les élèves appliqués pourront se lancer directement dans les recherches d'émaux. Ce cours en ligne, toujours disponible, permettra aux élèves de revenir puiser des informations au fur et à mesure de leurs avancées. Lorsque Mathieu a commencé sa carrière de céramiste, en 1982, très peu d'informations étaient disponibles sur l'émail et encore moins sur la cristallisation, sa spécialité. Aujourd'hui, on trouve davantage d'informations sur Internet et dans les livres, mais il reste difficile de s'y plonger, tant le sujet est vaste et parfois complexe. Suite à de nombreuses années de recherche et d'expérience, Mathieu a rassemblé dans ses cours toutes les connaissances indispensables qu'il aurait souhaité avoir à ses débuts pour se lancer dans la fabrication d'émaux. Mathieu a créé un cours sur l'émail unique en son genre et accessible à tous. Pour découvrir les deux cursus, rendez-vous dans la rubrique Cours en ligne du site.